Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Dr Michel Lallier est chirurgien pédiatrique spécialisé en transplantation. Je l'ai rencontré à Montréal un peu avant Noël pour discuter de sa prolifique carrière qui le passionne toujours et de la transplantation d'organes. Il s'agit d'un médecin passionné qui parle de son métier avec entrain et dynamisme. Au cours de l'entretien, vous aurez l'occasion de le connaître et d'en apprendre plus sur le don d'organes et sur l'importance non seulement de signer sa carte, mais surtout, d'aviser vos proches de votre volonté. Bonne écoute. Michel, bon après-midi. Merci, à toi aussi. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Alors, je joins l'utile à l'agréable, donc on se voit en personne à Montréal. Première question, on a l'impression de te voir partout. Et dors-tu un peu ou t'es... En fait, je fais aucune insomnie. Okay? Jamais. En fait, quand je me couche, je dors, mais je dors ce qu'on a besoin. Fait que moi, je dirais... Écoute, je suis capable de très bien fonctionner avec 2-3 heures par nuit pour un bout de temps. OK. Puis je suis capable de dormir, non pas 8 heures, ça m'arrive jamais de dormir 8 heures. Même en vacances? Non, même en vacances, je te dirais 6, 7, là, je commence à avoir des courbatures, il faut que je me lève. Ah oui. Mais quand tu dis 2 ou 3 heures, là, tu vas te coucher quoi? Ça arrive souvent. Non, mais tu sais, mettons que, je sais pas, moi j'ai une greffe ou j'ai une activité quelconque, ben je vais travailler puis je vais me relever à 6 heures. Fait que ça arrive souvent. Je te dirais aussi que je me relève régulièrement la nuit pour travailler si j'ai des trucs à faire. Okay. Fait que, puis après ça, je vais me recoucher, puis je me relève. Fait que c'est génétique chez nous. J'ai aucun problème. Peut-être fait pour s'entendre. Mais en vieillissant, est-ce que tu trouves que c'est pire? Ou... Non. Que tu te tolères moins bien? Ou... Pas du tout. À date, il n'y a aucune différence. Mon Dieu, tout le monde me dit un jour, tu vas voir, ça va finir par paraître. Mais tu vois, mon frère qui est plus vieux que moi, il dit qu'il dort moins encore maintenant. Okay. Fait que... Mais le seul enjeu, c'est parfois il y a des données quand même sur le lien entre le peu de sommeil et certaines maladies, le diabète ou l'hypertension. Ouais. À date, il n'y en a pas. Bon, alors je te souhaite une longue et belle santé. Dis-moi, donc tu es chirurgien pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Exact. Pourquoi la chirurgie pédiatrique? En fait, ça peut paraître drôle, mais moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Puis j'avais comme 3 choix quand j'étais au cégep. C'était où je m'en vais en théâtre, puis je vais faire du théâtre pour les enfants, ou je m'en vais, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la récréologie. Maintenant, je pense à un autre nom, mais c'est d'aller travailler dans un camp d'été, comme tu finis comme directeur de camp, là. Puis, ou la médecine en pédiatrie. Puis finalement, ben, c'est la médecine en pédiatrie, mais je vais hésiter entre la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique, parce que même au départ, quand j'étais au cégep, j'avais aucune idée que la chirurgie pédiatrique existait. Okay. Mais quand je suis arrivé en médecine, là, j'ai commencé à voir, puis j'ai dit, mais la chirurgie pédiatrique, ça joint tout. Je peux travailler avec les enfants, je fais de la chirurgie, alors c'était parfait. Ce qui explique pour la raison pour laquelle je t'ai vu l'été dernier au camp des Trois Saumons en train d'emballer des trucs dans des boîtes. Là, je me suis dit, il est vraiment partout parce que je t'avais croisé au Grand Défi Pierre-Lavoie quelques semaines auparavant. Puis là, moi, le camp des Trois Saumons, c'est à côté, c'est près de chez moi, là, puis je vais porter mon garçon. Mais moi, je fais l'aller-retour. Là, j'arrive, toi, tu as un T-shirt du camp sur le dos. J'ai même mon chandail là, du camp. Oui, je vais faire du bénévolat au camp Trois Saumons aussi. OK, donc tu vas garder ta passion Bien sûr, des camps d'été.
OK. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de traiter des enfants? Parce que moi, personnellement, comme étudiant en médecine, je trouvais ça pas mal désagréable. Compte tenu qu'on n'est pas bon, qu'on apprend sur des enfants, puis les parents sont là, puis je trouvais que c'était pas vendeur comme moi, je dirais que je pense que c'est même ça que j'apprécie. D'un, les enfants, c'est... Je suis un éternel enfant, là, puis les enfants, c'est l'honnêteté, il n'y a pas de bullshit avec les enfants. OK. S'ils t'aiment pas, tu vas le savoir. S'ils t'aiment, tu vas le savoir. Puis, ils ont une récupération qui est fantastique. OK, nettement plus grand que j'ai rien contre les maladies chroniques, puis j'en traite des maladies chroniques chez les enfants, mais il n'y a pas de fake. OK? Ce que tu peux retrouver quand même un peu plus dans la pratique avec les adultes. Puis la relation avec les parents, moi, c'est même un avantage et non pas un désavantage. Okay. Parce qu'il y en a qui, effectivement, ils n'aiment pas cette relation-là à trois. Moi, je trouve que tu vois tellement la gratitude aussi dans des parents quand tu vas réussir à aider un enfant à passer à travers quelque chose. L'avantage de la chirurgie, mais tu le sais étant chirurgien, c'est qu'on est... On a des résultats rapides. Okay? On a une satisfaction rapide sur ce qu'on fait comme geste. Puis avec les enfants, ben, c'est fantastique. Qu'est-ce qui t'a tiré dans la transplantation, là, encore pédiatrique? Oui. En fait, là, c'est d'être capable de jumeler la partie technique de la chirurgie, la partie challengeante de la chirurgie, de la transplantation, et la partie médicale. Parce que tout le traitement de l'immunosuppression, j'ai fait un bac en biologie moléculaire avant, puis il y a beaucoup de biologie moléculaire avec la greffe, avec l'immunosuppression, avec tout ça. Puis, dans mon parcours, j'ai rencontré Hervé Blanchard, Deakin Saint-Ville, qui ont été des mentors pour moi et qui étaient des transplanteurs. Okay. Après ça, Pierre Dalloz est arrivé, un autre mentor, et ça a fait en sorte que moi, j'ai dit, parfait, encore là, on rejoint encore plus tous mes aspects que j'aime, c'est-à-dire travailler avec les enfants, faire la partie plus médicale, faire la partie chirurgicale. OK. Mais tu transplantes des adultes également? Oui, pour être capable de garder la main, moi, je trouve que c'est important d'avoir tu sais, en chirurgie, le nombre, pour moi, va toujours avoir de l'importance. Alors, on fait une dizaine de greffes hépatiques par année à Sainte-Justine, puis on fait je dirais, entre 5 et 8 greffes rénales, tandis qu'au CHUM, on est rendu à notre 76e cette année. Okay. Alors donc, c'est sûr que j'ai plus d'exposition à la transplantation et à l'immunosuppression et au traitement, parce qu'on voit plus de patients. Tu parles du côté médical. Est-ce à dire que vraiment vous vous occupez aussi de la portion médicale de l'immunosuppression? Ou... Absolument. Au CHUM, là maintenant, je fais une couple d'années que j'ai moins pu le faire, mais ça va recommencer là, quand on va avoir plus de monde aussi à Sainte-Justine. Mais au CHUM, c'est vraiment une équipe qui suit à la clinique les patients au long médico-chirurgical. Okay. Fait que quand je vois un patient en clinique au CHUM, ça va être autant moi que le néphrologue qui va le voir puis qui va suivre. Évidemment, comme je fais pas d'adultes autres que la greffe, c'est sûr que quand ils me parlent de leurs problèmes cardiaques, de leurs problèmes autres que reliés à l'immunosuppression, je demande aux collègues néphrologues dans ce temps-là pour qu'ils viennent me donner un coup de main. OK. Puis tu greffes des reins et des foies. Exact. Mais les foies à Sainte-Justine seulement. Okay. Au CHUM, je fais pas la greffe hépatique, c'est l'hépatobiliaire. Ils sont 8 déjà là-bas à faire la greffe hépatique. Puis, fait que je fais le rein aux 2 places, le pancréas au CHUM, puis le rein et le foie à Sainte-Justine. Et trouves-tu qu'il y a une des greffes qui est plus difficile techniquement ou chacune a ses particularités? Chacune a ses particularités, mais je dirais que la greffe hépatique pédiatrique est nettement plus complexe, compliquée, même tant au niveau chirurgical, parce que c'est des petits bébés qu'on greffe. La majorité de nos patients, ils ont en bas de 10 kilos. Alors, c'est sûr que le challenge est beaucoup plus grand. T'sais. Exemple, on fait toujours les anastomoses artérielles avec la plastie. Fait qu'on est moi, puis là, c'est Daniel Borsuc. On verra quand ça sera plus moi ou plus Daniel qui sera là. Mais il y a toujours la plastie qui vient nous aider pour faire l'anastomose. Ce que
tu n'as pas besoin de faire chez l'adulte, là, à greffe. Fait que c'est juste un exemple d'une complexité un peu plus grande chez l'enfant. Mais les foies que vous greffez chez les enfants, là, vraiment, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Là. Ce sont des donneurs vivants ou... En fait, les deux. On va faire autant du donneur vivant que du donneur décédé. Donc, après les donneurs en mort neurologique. On prend une partie du foie, hein, que ce soit le donneur vivant ou que ce soit le donneur décédé. Parce que le donneur décédé, souvent, les foies vont être beaucoup trop gros. Fait qu'on fait la réduction. Fait que la réduction, c'est qu'on prend juste une partie du foie. Puis quand c'est un donneur vivant, on prend juste une partie du foie avec tous les vaisseaux qui vont avec. Mais tu vas prendre, disons, chez un adulte là, dont vous prélevez le foie, ou le foie a été prélevé ailleurs. Tu vas prendre quoi, l'équivalent de 10% du foie pour greffer? Ou... On prend, le foie est divisé en 8 segments. On prend la plupart du temps 2 segments. Segment 2, 3. Donc, on est même, je dirais peut-être plus aux alentours de 20% qu'on va prendre à peu près. Et pour les donneurs, parce que tu disais où le foie va être envoyé, comme on fait la division in vivo, c'est-à-dire pendant que le patient est encore perfusé, c'est toujours moi qui va faire les prélèvements. OK. Ça, c'est une particularité que toi, tu t'imposes ou c'est un standard? Parce que ça non, plus de déplacements. Oui, plus de déplacements. Les résultats sont nettement mieux quand on a la division qui est in vivo. Okay? Parce qu'au niveau, exemple, l'ischémie froide, c'est-à-dire le temps que le foie reste dans la glace avant qu'on le greffe, est beaucoup plus raccourci si on fait la division in vivo. Alors, donc, c'est sûr que ça prend plus de temps. Ça l'aide justement de ne pas avoir trop besoin de dormir dans ce temps-là parce qu'on va faire le prélèvement, on revient et on fait la greffe. Avec ma collègue, Dr Beaunoyer, il y en a un autre qui s'en vient pour nous rejoindre. Fait qu'on va être 3. Moi, un jour, je vais arrêter. Puis là, ils verront s'ils continuent à le faire in vivo. On a vu une bonne différence dans nos temps d'ischémie. Puis on a vu une bonne différence dans le niveau de transfusion qu'on est obligé de donner. Parce que si on fait la réduction, qu'on coupe le foie, chez un donneur qui fait 80 kilos, son volume circulant ou les transfusions qu'on va lui donner, c'est beaucoup plus facile à donner chez le donneur qu'un receveur qui fait 6 kilos. Parce que si on perd 1 litre d'un donneur de 6 kilos, on vient d'y faire 4 changements d'huile. Non, je comprends. OK. C'est quand même assez particulier, quand même. Dis-moi, j'ai l'impression que les gens dont la qualité de vie est le plus améliorée par une greffe, c'est les greffiers rénaux. Les autres, vous sauvez leur vie. On compare deux clientèles différentes. En fait, tu as entièrement raison. La qualité de vie, c'est surtout... Parce que les autres, c'est une question de vie ou de mort. Exactement. Fait qu'ils en sont peut-être un peu moins conscients qu'on a changé leur qualité de vie parce qu'on leur a sauvé la vie. Mais la qualité de vie des greffiers rénaux, c'est clair qu'eux, elle change énormément. Au lieu d'être 4 fois en dialyse par semaine quand tu es en hémodialyse, de dire que tu n'as plus besoin de dialyse, c'est clair que c'est nettement mieux. Mais moi, je pense qu'on change la qualité de vie, toute greffe confondue. Est-ce qu'il y a quand même des greffes qui sont plus difficiles au niveau, ne serait-ce que l'immunosuppression? Je pense à la greffe cardiaque, par exemple, ou pulmonaire. En fait, la greffe intestinale, qui est moins connue, mais c'est probablement celle qui est la plus difficile au niveau de l'immunosuppression. Après ça, ça va être la greffe de pancréas. Après ça, le cœur, le poumon, puis le rein, puis le foie, c'est celui qui tolère le mieux. Le foie, OK. Oui, parce qu'au niveau de l'immunosuppression, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils gardent leur immunosuppression. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont greffés, continuez à les garder. Mais, tu sais, le rejet, tu sais, le foie va se régénérer. Donc, si tu perds une partie, tu vas finir par le récupérer. Tandis qu'un rein, ce que tu as perdu, tu le récupères jamais. Ça fait juste t'enlever des années où ton rein va avoir une bonne fonction. Cœur et poumon, la même chose. C'est quoi, dans ta pratique, quelle est la survie d'organes greffés la plus longue que tu as vue? As-tu des gens que tu as greffés dans ta première oui. Il y en a plein. Au niveau du foie, ces gens-là ont une espérance de vie comme n'importe quelle maladie chronique. OK. Alors, en fait, j'ai 2 exemples, parce qu'on pourrait en nommer 50, mais 2 exemples absolument fantastiques. Eliane Hogg, je la nomme parce qu'elle le fait sans problème.
elle-même, et elle le dit elle-même, était la plus jeune qu'on a greffée ma première année que je suis revenu en pratique. Elle est rendue à 20 ans. C'est une une greffe de foie. De foie. OK, fait qu'elle avait 4 semaines quand je l'ai greffée. Incroyable. Puis je l'ai revue l'année passée parce qu'elle faisait un discours oratoire sur la greffe pour une compétition en droit. Alors, puis je la voyais régulièrement avant, mais là, il y a eu un bout de temps où je ne l'ai pas vue. Puis maintenant, c'est une belle grande fille. Et hier, c'est pas moi qui l'avais greffée, celle-là, mais on a donné un hommage à Marie-Josée Clermont, qui est une néphrologue à Sainte-Justine, qui prend sa retraite. Et elle me dit qu'elle avait eu un appel dans l'après-midi d'une patiente qu'elle avait greffée en 74 pour son rein. Et c'était le rein de sa sœur. Et elle a le même rein. Et elle est toujours avec une fonction rénale qui est normale. 74. Fait que là, on parle de... Quand même, on est rendu à quoi? 48 ans. Ça, c'est dans les plus longs... Oui. Oh oui. Puis ça, c'est pas moi qui l'a ni greffé ni connu, évidemment, à ce moment-là. Mais tout le monde la connaît. Fait que, oui, mais là, maintenant, tout le monde la connaît parce que hier, Marie-Josée racontait ça. Fait que fait que pour moi, là, je remonte, il y en a que j'ai vu, que j'ai greffé dans la première année puis qu'on voit encore. Est-ce que les gens sont suffisamment sensibilisés à l'importance du don d'organes? Je regardais les chiffres en 2021, là, les chiffres sur Québec Transplant. Là, ce sont des chiffres qui sont sur le site Internet. On parlait de 144 donneurs pour l'année, 409 receveurs, mais quand même encore presque 1000 patients en attente. Est-ce que ces gens-là sont en attente parce qu'il n'y a jamais eu de match possible ou... Il n'y a pas eu d'organes? En fait, je dirais plusieurs raisons. Évidemment, il y en a qui sont difficiles à matcher parce que ça va être les HLA, là, qui sont les petits antigènes qu'on a sur les reins qu'on va essayer de matcher pour avoir. Il y en a certains qui sont difficiles à matcher et qui peuvent attendre. C'est une première cause. La deuxième cause, c'est probablement aussi parce qu'on sait qu'il y a 1% seulement des décès qui vont devenir des donneurs. OK. Alors, c'est pas beaucoup. Fait que oui, on a de la mortalité plus que le nombre qu'on a là au Québec. Il y a plus de décès, mais 1% peuvent devenir des donneurs. Fait que donc, il y a partout dans le monde, il y a une disproportion entre le nombre de patients en attente puis le nombre de greffes qu'on peut faire. Puis même dans les endroits où ils sont hyper performants au niveau du don. Puis la troisième raison, puis ça, c'est la cause première au niveau de Transplant Québec quand ils sortent leurs chiffres, c'est les refus de famille. C'est ça. Puis les refus de famille, c'est pas... Il y a eu des sondages qui ont été faits. Hein? Puis au Québec, on est une des provinces puis une des endroits dans le monde où on a le plus de volonté de donner. Fait que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour donner vos organes après, 92% vont dire oui. Mais ils n'en parlent pas. Et quand il arrive le temps que malheureusement ça arrive, que tu as un être proche qui va décéder, bien là, c'est les médecins des fois qui vont être soit mal à l'aise d'en parler, soit qui sont pas au courant d'en parler parce que ça dépend où tu vas être. Tu sais, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, il y a un cours qui se donne sur les donneurs. 3 heures de cours pour 4 ou 5 ans, là, dépendamment si tu as fait ça. C'est ce que j'ai eu, je pense. Oui, mais ça, c'est récent qu'on a réussi à mettre ça. C'est 3 heures sur un curriculum au complet. 5 ans, plus la Alors, spécialité. c'est sûr qu'il y a de l'éducation qu'on doit faire au niveau des professionnels de la santé aussi. OK? Parce que, donc, aux deux niveaux, autant la population, mais il faut qu'ils en parlent. C'est pas parce que les gens veulent pas, mais il faut que les gens en parlent à leurs proches, de dire, ben moi, s'il m'arrive quelque chose, je veux être capable de donner. Ou bien de mettre leur nom sur le registre des notaires ou sur le registre de la RAMQ. Mais même si ça, c'est fait, on demande toujours à la famille. Le consentement. OK, le consentement. Fait que si la famille est pas à l'aise ou pas bien ou triste ou trop, ou si le médecin voit, puis là, je vais parler encore plus pour les décès pédiatriques, parce que là, tu rencontres une famille qui sont une coche au-dessus dans le drame. Fait que là, il y a du monde, et avec raison, qui vont dire, écoute, je suis pas pour rajouter en plus de leur demander, êtes-vous prêt à faire le don d'organes? Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages de sensibilisation, mais à faire à tous les niveaux. C'est drôle parce que tu dis qu'au-dessus de 90% des gens
sont disposés à donner leurs organes. Donc, ça veut dire que lorsque, par contre, confronté à la décision pour un proche, il y a beaucoup des gens qui ont répondu oui à la question, puis qui disent « Ah non, il a assez souffert. » Et voilà. Ou une réponse qu'on s'est déjà fait dire. Moi, évidemment, je ne suis pas en contact, c'est les intensivistes, mais qui nous ont rapporté, c'est qu'il y a du monde qui ont dit vous avez le choix, quand ils l'offraient pour le don, vous avez le choix de le laisser mourir tranquille ou qu'il donne ses organes. Ça, c'est l'intensiviste qui dit ça. Pas toujours l'intensiviste, mais ça va être un médecin. Fait qu'on l'a déjà entendu. Alors, quand tu entends ça, c'est sûr que les gens vont dire, ben oui. Puis il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a une différence entre faire un sondage quand tu es chez vous devant ton ordinateur ou quand arrive l'événement. C'est drôle parce que j'ai toujours perçu cette réticence à donner ses organes ou les organes d'un proche comme s'il y avait un fond religieux derrière ça. Et là, il n'y a plus beaucoup de religion dans nos vies, puis il y a encore de la réticence. Ouais, mais comme si le corps demeurait sacré un peu? Ou... Oui, pour certains. Puis, il y a aussi le fait que s'ils ne le savent pas, qu'est-ce que la personne qui est décédée voulait, ça va être difficile pour eux de prendre la décision pour quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et on sait qu'il n'y a aucune religion qui est contre le don d'organes, sauf, je pense, le Tsintaoïsme, qui est une petite sous-division en Chine. Mais toutes les autres religions. On a déjà fait une présentation, nous, avec des gens qui étaient de religion juive, avec des gens qui étaient de pratique musulmane, puis il n'y avait aucune religion qui était contre. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Michel, pour poursuivre avec les obstacles au don d'organes, pour l'avoir déjà vécu à quelques reprises lorsque j'étais résident à Québec, je trouvais que quand il y avait un donneur d'organes, ça envahissait beaucoup les soins intensifs. L'équipe de transplantation arrive pour juste gérer le donneur. Là, il devient presque plus important que les patients vivants autour. Est-ce que ça peut être un certain obstacle, ça, de la part des équipes soignantes dans certains milieux pour dire si on annonce un donneur, on va se retrouver avec toute cette gestion-là? Absolument. Absolument. Ça, c'est immanquable. Les gens vont dire aussi, on a déjà entendu, et ça, c'est de la part de certains intensivistes, regarde, je vais m'occuper des vivants avant de m'occuper des morts, sans réaliser qu'ils étaient pour donner la vie à peut-être 8 personnes. Mais oui, c'est un fait, ça. Et je dirais surtout dans les hôpitaux plus petits, plus périphériques, juste le temps qu'ils vont transférer le donneur, si eux peuvent pas faire le maintien à l'endroit, c'est très lourd. Okay. Moi, je me souviens, j'avais fait le tour des hôpitaux pour faire de la formation pour le don d'organes. Puis à Valleyfield, fait que t'es pas si loin, il avait dit nous, on préfère pas l'identifier.
Et ça paraît pas nulle part, hein, parce que ça va être juste quelqu'un qui va être décédé, puis c'est tout. Fait qu'eux, ils faisaient pas l'effort, entre guillemets, d'identifier un donneur parce qu'ils ont dit le temps qui va être transféré, ça va nous prendre 12 heures et nous, on n'a pas les capacités pour le garder pendant 12 heures. Est-ce que c'était vrai qu'il n'y avait pas les capacités ou c'était une... non, c'est vrai que des fois... Oh non. Oh non, vraiment pas. Okay. C'est vraiment les capacités pour tout le monde. Là. Le nursing qui n'est pas habitué d'avoir ça, l'intensiviste ou parfois, c'est pas des soins intensifs, fait qu'il faut qu'il garde à l'urgence le temps qui va être transféré. Alors non, c'est clair. Et ça fait partie de ce qu'on peut améliorer en don d'organes au Québec. Là. C'est une structure facilitante pour l'ensemble des hôpitaux. Tu disais qu'1% des patients qui décèdent au Québec sont des donneurs potentiels ou sont identifiés? Non, sont des donneurs potentiels, pas plus at large. Que ça. Okay. Et là-dessus, si tu en identifies 50%, ça veut dire que tu as 0,5% de la population qui décède au Québec qui va être des donneurs réels. Est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, quelqu'un qui est mis sur une liste d'attente pour une greffe va être greffé ou j'exclus le rein, là, les gens restent en vie? Les autres maladies mortelles, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent? 10% des patients en attente si on enlève le rein. Fait que ça veut dire qu'il y a à peu près, bon an, mal an, au moins entre 10 et 15 décès par année de patients en attente de greffe. On parle de greffe cardiaque, pulmonaire? Cardiaque, pulmonaire et hépatique. OK. Puis, les patients qui sont en attente d'une greffe, là, on parlait d'antigènes tout à l'heure, de gens qui vont être plus difficiles à greffer. Est-ce que ces gens-là sont identifiés à l'avance? Oui. Okay. Oui. Puis il y a même des programmes. OK? Il y a un programme qui est pan-canadien, OK? Qui est le programme des hypersensibilisés. Ou si, par hasard, tu as un donneur à Vancouver qui est compatible avec un des hypersensibilisés qui a été mis sur la liste, il va avoir le rein de Vancouver. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, je pense pas qu'on soit rendu là, mais que les gens, de leur vivant, se fassent faire leur espèce de profil génétique pour qu'ils soient identifiés déjà comme un donneur? Pourrais-tu voir ça dans l'avenir ou ce serait inutile? Je pense pas que ça serait utile, parce que toutes les affaires peuvent se faire assez rapidement. Okay. Oui. OK. Dis-moi, on a parlé beaucoup de greffe, mais aujourd'hui, donc, je vois que tu es encore passionné par la greffe. Puis tu parles d'arrêter peut-être parce que c'est demandant physiquement, mais la journée où tu arrêtes la greffe, c'est un deuil en même temps. Comment tu perçois ça? Et comme prendre sa retraite sans arrêter? En fait, honnêtement, moi, j'ai toujours dit dans tout ce que j'ai fait, puis dans tout ce que les gens devraient faire, c'est qu'il faut savoir se retirer. OK? Il y a une belle chanson de Charles Aznavour. Exact. Alors, et de te retirer, moi, dans ma tête, il ne faut pas que tu attendes. Tu sais, là, le glamour de certains médecins, là, at large, c'est de dire « Ah, quand moi j'ai pris ma retraite, le programme a arrêté. » Parce que j'étais irremplaçable. Ben ça, c'est pas un bel héritage. C'est fort, là. C'est bon là, pour l'ego, mais c'est pas bon pour l'héritage. Fait que moi, le programme de greffe, entre autres à Sainte-Justine, pour parler de celui-là, je veux qu'il persiste pour encore les 500 prochaines années. Alors ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un avant et qu'après ça, je lui laisse les rênes pour être capable de faire ça. Fait que ça, il faut le faire quand c'est le temps de le faire. Puis moi, je l'ai dit, si possible, à 60 ans, j'arrête de faire la greffe ou j'arrête d'être en charge de la greffe. Et à 65 ans, j'arrête de Sainte-Justine. Pas parce que je voudrais plus, parce que c'est ma passion, puis j'adore ça, mais je vais faire autre chose. Et je verrai. Moi, j'ai jamais cherché les opportunités. Je suis loin d'être un opportuniste. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, tant mieux. Sinon, je vais adorer aller faire de l'assistance opératoire où, justement, tu n'es pas dans le même milieu où tu as été. Ça t'a permis à quelqu'un d'autre de prendre ta place. Parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Mais dis-moi, si aujourd'hui, tu arrêtais de faire de la chirurgie, tu te verrais faire quoi? Alors ça, c'est une question beaucoup trop hypothétique. M'arrêter de faire de la chirurgie, honnêtement, j'aurais beaucoup de difficultés. En fait, si on sort vraiment, mais vraiment de ça, je serais critique de cinéma et de restaurant. OK.
Mais c'est vraiment changer pour changer. Si tu me dis demain matin, Pour quelle raison? tu peux plus en faire. Ben, j'adore essayer les nouveaux restaurants. C'est connu, hein? Les fellows qui viennent chez nous, qui sont pas de Montréal, me demandent tout le temps, quel restaurant on peut aller? Puis là, je dis, OK, quelle catégorie, quel range de prix, et ça, ben, c'est quelque chose que j'aime. Puis je suis un cinéphage. Okay. Alors, j'écoute tous les genres de films. Et j'adore ça, puis je vais les critiquer, puis ça va être... puis je suis pas capable de partir avant la fin d'un film, comme je suis pas capable de partir avant la fin d'un repas. Donc, tu vas lire les crédits à la fin? Oui. Okay. Ah oui, mais j'ai resté pendant 7 ans avec un gars qui était en cinéma. Okay. Donc, c'était immanquable. Ça m'a... c'est une déformation... non professionnelle, c'est-à-dire c'est une déformation amicale, parce qu'on restait jusqu'à la fin pour voir, qui a fait telle affaire. C'est intéressant, on apprend toutes sortes de choses parfois. Oui, mais en fait, une autre chose, c'est que le Québec est très fort pour le cinéma, puis si on reste vraiment jusqu'à la fin, là, puis moi je reste toujours jusqu'à ce que j'ai vu le logo du Québec. Okay. Là, je dis, ils ont participé dans celui-là aussi. Okay. Mais c'est beaucoup par rapport au CGI, là, tu sais, là. Je ne vois pas le mot français pour ça, là, mais tout ce qui est informatique, là, le Québec est très fort avec les studios Mel là-dessus. Okay. Fait que je reste jusqu'à la fin pour les voir. Par fierté nationale. Et les premiers Marvel qu'il y a eu, ben moi, j'ai été le premier à dire « Hey, restez jusqu'à la fin, il y a un après. » OK, c'est bon, c'est bon. As-tu une devise, un mantra ou quelque chose que tu dis, je ne sais pas, à tes résidents? En fait, que je vais dire aussi beaucoup aux enfants. OK. Moi, je dirais que ce que j'aime bien leur dire, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. OK. Alors, il y a des solutions à tout pour moi, je pense. OK. Dis-moi le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale qui a 25 ans, je pense. Oui, en fait 23 maintenant, le retour depuis les fellows. J'ai beaucoup de beaux souvenirs, même avant, là, comme résident ou comme... moi, je dirais, entre autres, probablement de revoir les patients qu'on a greffés plus tard. Alors, un des beaux souvenirs, c'est Pierre Marcellet qui m'avait fait un hommage. Et il y avait, par complètement une surprise, il m'avait demandé d'aller présenter dans la semaine du don. Fait que moi, j'allais là pour faire une présentation. Et autant avec ma conjointe, mes 2 enfants, il y avait une vingtaine de patients greffés qui sont venus mes patients greffés qui sont venus pour rendre un hommage. Alors ça a été évidemment quelque chose de très, 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 très marquant et agréable. Okay. Je dirais mon autre souvenir, probablement le plus marquant, c'est un trauma qu'on avait eu où c'était... et celui-là, par contre, est pas joyeux, mais pas du tout. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. J'avais travaillé avec une des infirmières qui était à la salle de réveil toute la nuit pour opérer, puis il m'appelle le matin, 6 heures. Non, il était plus tard que ça. Il était probablement 10 heures le matin pour me faire dire, écoute, il y a 2 patients, un trauma majeur. Un est déjà décédé et l'autre est probablement pas loin d'être décédé. Et quand je demande, on a-tu des nouvelles des parents et d'avoir ça, c'était les enfants de l'infirmière qui étaient avec moi toute la nuit. Alors ça, là... C'était probablement le moment le plus difficile pour moi d'aller voir ce moment-là après pour lui dire que ses 2 enfants étaient décédés dans l'accident. Et ça, jamais j'oublierai ça, pour le contact qu'on a besoin d'avoir, de voir la douleur des parents dans ce contexte-là, parce que là, c'était une connaissance, une amie, c'est pas... Puis je la revois, cette infirmière-là, régulièrement, actuellement, pour ça fait... C'était au tout début, j'étais fellow à ce moment-là. Fait que ça, je te dirais que c'est dans les souvenirs les plus marquants. Un, très agréable, et l'autre qui est des trucs qu'on vit malheureusement. Est-ce que ça s'apprend, comment annoncer une mauvaise nouvelle? Ou tu penses qu'il y en a qui l'ont tout simplement pas? Je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas. Je pense que la plupart du temps, quand ils ne l'ont pas, c'est jamais, jamais, jamais par méchanceté. Je pense que c'est du malaise que les gens vont avoir. Il y a des trucs qu'on peut prendre. Moi, j'avais donné beaucoup d'ateliers sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Parfois, une des affaires, exemple, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui va être un peu plus à l'aise. Okay. Alors, il faut savoir connaître nos limites. Puis, face à la famille, quand on prend quelqu'un d'autre
qui va être capable peut-être de venir annoncer la mauvaise nouvelle, ça va peut-être être plus facile si on sait que nous, on n'est pas à l'aise. Fait que, tu sais, quand je dis apprendre, je suis pas sûr que tu apprends à personne à être empathique ou à être ça. Moi, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mais il y a des trucs que tu peux prendre, par contre, pour que la famille à qui tu as besoin d'annoncer une mauvaise nouvelle, ça soit plus facile. Parce qu'on parlait des cours, des 3 heures de cours sur la greffe au préclinique, mais moi, je n'ai jamais eu de cours sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Jamais. Nous, on L'information qu'on a eue, c'est de se faire dire que c'était important d'être empathique. Oui. Ça s'arrête. Et ça s'arrête là. Et nous, on l'a fait en atelier après, parce qu'il y avait eu un comité qui s'était fait à Sainte-Justine sur l'annonce des mauvaises nouvelles. Et on avait fait un groupe de travail pour être capable de donner des ateliers aux professionnels. OK. Non, on en parle parce qu'on a eu une formation, justement, à l'Association québécoise de chirurgie il y a 2 semaines à Québec, puis on a eu un atelier là-dessus, puis on réalisait finalement que même les gens n'avaient pas la même vision de la façon de faire. Par exemple, annoncer des mauvaises nouvelles au téléphone. On nous enseigne qu'il ne faut pas faire ça. Je ne sais pas si toi tu le fais ou... Jamais. Je vais leur dire... En fait, quand j'appelle des familles ou des patients, la première affaire que je leur dis, c'est « ça a bien été, c'est une bonne nouvelle ». Puis si jamais ça n'a pas bien été, je leur dis « êtes-vous loin? Pouvez-vous venir à l'hôpital? » Puis là, je vais leur en parler. OK. Parce qu'on se questionnait, par exemple, le scénario, c'est le vendredi de la semaine de relâche. Un patient attend un appel de ta part pour avoir les résultats d'un scan. Puis le scan est défavorable. Alors on se disait, est-ce qu'on aime mieux le dire au patient le vendredi? De dire, écoutez, votre scan n'est pas beau, là, ça va prendre une résonance ou il y a peut-être une métastase ou versus que le patient se fasse appeler pour dire, Dr. Lally va vous voir dans 2 semaines pour les résultats de votre scan. Je me demandais c'était quoi le meilleur scénario. En fait, moi, c'est pas clair pour moi. Moi, je suis mal fait pour ça, probablement que je dirais à tout le reste de la famille, et merci de me supporter là-dedans, le reste de la famille. Bien, écoutez, je vais voir ce patient-là samedi, puis on partira dimanche pour la semaine de relâche. OK. Mais je pense que c'est... tu peux pas demander ça à personne non plus. Là, je veux dire... Il y a des vacances qui doivent être prises, il doit y avoir les affaires là, mais je me demande ce que moi je ferais. Moi, c'est ça que je ferais. Je lui dirais pas au téléphone. Je lui dirais surtout pas. Ça va être dans 2 semaines. Ou bien, quand je disais tantôt, il y a d'autres médecins dans l'équipe. S'ils sont à l'aise, tu peux très bien lui transférer le cas puis lui dire j'ai mon collègue qui va vous voir lundi. Mais moi, personnellement, je retarderais de 24 heures mon départ. On parlait en tout début d'entrevue des enjeux liés à la pédiatrie, le patient, puis le tiers qui est le parent. Là, j'imagine encore une fois, en termes de mauvaises nouvelles, on est à un niveau supérieur. Là, et tu dois avoir tu parlais tout à l'heure de ta collègue infirmière, mais en oncologie pédiatrique, ça doit être épouvantable. Ça, c'est une des choses, moi, en ayant des enfants, que toi, t'en as aussi, je sais pas... on s'habitue jamais non plus. Des fois, les gens me disent, est-ce qu'on s'habitue à ça? Non. Moi, j'ai pas de problème non plus à pleurer avec les familles. Je vais toujours garder... On a besoin d'avoir une distance avec nos patients puis avec les familles des patients. Je pense qu'il faut jamais que ça devienne... Ça peut devenir après des amis, mais il faut jamais que tu les prennes comme des amis au moment où tu as une relation avec eux, parce que sinon, ça biaise ta relation. Mais de pleurer avec quelqu'un, c'est pas de biaiser ta relation, c'est pas de montrer de faiblesse, c'est pas de dire « Ah, il est intouchable, mon docteur ». Moi, je pense que c'est de l'empathie. Puis ça m'est arrivé régulièrement de pleurer avec des familles que j'avais des mauvaises nouvelles à leur donner. OK. Puis, comment les gens percevaient ça? En fait, une des choses qui m'attriste beaucoup depuis la pandémie, c'est qu'on peut moins toucher. OK. Puis moi, je suis assez toucheux de nature. Là, fait que quand je vais le faire, je vais prendre la main du patient, l'épaule du patient. Puis ça a toujours été bien reçu. À partir de quel moment tu vas annoncer la mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y a un âge où on va annoncer la mauvaise nouvelle à l'enfant en même temps? Ou... Moi, c'est presque toujours en même temps. Les enfants sont toujours capables de comprendre.
S'il y a un problème, mettons, d'anxiété pathologique, et que là, l'enfant ne veut pas, ou que les parents disent « je veux vraiment pas qu'il soit là parce que ça va le traumatiser pour telle affaire ou telle affaire », là, à ce moment-là, je vais attendre. Mais sinon, tu sais, un enfant de 5 ans peut très bien comprendre son diagnostic. Puis un enfant en bas de 3 ans, ben, de toute façon, il ne comprendra pas, fait que c'est pas grave qu'il soit là. OK. Je me suis fait dire que les enfants en phase terminale, les jeunes enfants, peuvent jouer presque jusqu'à la fin. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Puis à moins qu'ils soient physiquement impossibles. Oui, c'est ça. Mais non, c'est impressionnant. C'est ce que je disais qui est fantastique des enfants, là. Ils ont une résilience naturelle. Il n'y a rien de faux là-dedans, là, mais j'ai déjà vu des enfants réassurer les parents. Okay. Un enfant de 10 ans qui sait très bien qu'il va être en phase terminale, puis qui réassure les parents en disant c'est la vie, mais c'est comme ça, c'est un fait, c'est une réalité. Puis, tu es plein d'admiration pour les enfants, là, ça se sent puis ça se voit, là, les gens ne peuvent pas te voir, mais moi je te vois. Est-ce que tout ce que tu vois chez les enfants, que tu trouves si admirable, quand tu tombes en médecine adulte, est-ce que les adultes te tapent sur les nerfs? Non, pas du tout. Puis c'est drôle parce que les réflexes que j'ai, je l'ai aussi avec les adultes. Exemple, et je pense que je suis le seul qui fait ça probablement avec les transplanteurs au CHUM. Je dis toujours, OK, est-ce que vous avez le numéro de téléphone? Parce que maintenant, ils ne pouvaient plus être dans la chambre à attendre. OK, mais je vais toujours voir la famille après. Puis si je ne peux pas aller les voir à cause, entre autres, de la pandémie qu'on avait, mais je leur demandais un numéro de téléphone, puis je leur disais, je vais les appeler pour dire que ça a bien été. OK. Puis là, de un, ça réassurait le patient pour dire, il sait que ça va bien aller. Mm-hmm. Puis à toutes les fois, j'avais toujours une très bonne réponse de la part de la conjointe, d'un frère, de n'importe qui que j'appelais après. Okay. Fait que donc, ça, c'est un réflexe que j'ai, puis non, il y a personne qui me tombe ses nerfs, moi, dans la vie. Dis-moi, Michel, avec la pratique que tu as, ta définition de la santé, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter de la vie, OK? Parce que la santé, là, j'ai ma définition à moi pour ma santé, puis il y a bien du monde avec qui tu vas dire, ouf, il me semble que moi, je ne serais pas heureux. Fait que moi, je pense que quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Enjoy life. Et tu peux être malade et quand même profiter de la vie. Et pour moi, tu as une partie de la santé. Parce que c'est sûr que si on veut prendre la vraie définition, c'est de ne pas avoir de pathologie, ni chronique, ni aiguë, et autant au niveau psychologique que physique. Mmh. Donc, c'est une opportunité, finalement, la santé. Oh oui, absolument. L'opportunité de jouir de la vie. Tout à fait. Même quand on est malade. Même quand on est malade. Ça va un peu avec la pratique que tu as, parce que les greffés, ce sont des gens qui sont chroniquement malades. Tout à fait. Puis moi, je leur dis, quand on fait la greffe, quand je les vois avant, je leur dis, je change une maladie mortelle pour une maladie chronique. J'ai lu ça dans un article à ton sujet sur Internet. Donc, dis-moi, toi qui as été impliqué aussi au niveau syndical, d'ailleurs, je te verrai peut-être en politique plus tard, plutôt que critique de cuisine. Cinéma, mais tu serais sûrement bon dans les deux. Puis donc, mais tu as été impliqué en début de carrière là, au point de vue syndical, le regard que tu portes sur l'évolution de notre système de santé depuis 25 ans. En fait... Qu'on s'améliore, qu'on dépérit ou... Je dirais que malheureusement, le statu quo, c'est comme un patient aux soins intensifs. Quand c'est un statu quo, c'est jamais bon signe. Mm-hmm. Et je trouve que notre système de santé est en statu quo depuis plusieurs années. On a par contre un bon système de santé. Ma mère vivait aux États-Unis, j'ai un frère qui vit aux États-Unis. Et c'est clair que j'aime nettement mieux et sans aucune hésitation notre système que le système américain. Je suis fondamentalement un socialiste, donc pour moi, que ça ne soit pas une accessibilité à tous. Et je mettrais un bémol, mais là, ça pourrait être toute une autre discussion sur est-ce qu'on a un système accessible à tout le monde au Québec, mais il est quand même plus accessible qu'aux États-Unis. Donc, par rapport à ça, on a un très bon système de santé. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui puissent dépolitiser la santé. Et faire un Hydro-Québec de la santé, ça a toujours été mon rêve.
Mais le problème, c'est que quand tu arrives en politique, il y a des impairs politiques qui font en sorte qu'il n'y a aucun politicien. Je suis un bon ami de Gaétan Barrette et je lui avais dit, quand il est allé au ministère, j'ai dit, parce qu'il m'avait demandé si je voulais m'impliquer, puis j'ai dit non, jamais. J'ai dit, à moins que tu dépolitises la santé. Puis, honnêtement, Gaétan, au départ, c'est ça qu'il voulait faire, mais il l'a jamais fait parce que le pouvoir que tu as comme ministre de la Santé, si tu le dépolitises, tu ne l'auras plus. Ouais. Alors, pour eux autres, il n'y a trop gros. Aucun intérêt. C'est trop gros. C'est trop gros. Mais Christian Dubé a fait la même promesse il fera pas. Devant 1000 médecins spécialistes il y a 3 semaines à Montréal. De dire qu'il y aurait moins de politique, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Fait que si on me demande est-ce que je suis content de notre système de santé, je serais content s'il n'était pas politique. On va travailler là-dessus. Donc, pour enchaîner sur la section baguette magique, souvent qui vient conclure mes entrevues, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ça serait ça? Ça serait ça. La baguette magique de dépolitiser, faire un Hydro-Québec de la santé. Donc, tu me rejoins là-dessus un peu. Donc, si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans le monde aujourd'hui pour aller voir un film ou aller au restaurant, vivant ou décédé? En fait, j'irais dans... Moi, je suis un multifacette, que j'ai beaucoup d'aspects de moi-même et de la personnalité. Point de vue politique, probablement Barack Obama. Okay. Point de vue médical, même si maintenant il est décédé, je l'ai déjà rencontré, mais ça serait plus pour aller prendre un verre avec, ça serait probablement Thomas Starzl, qui était le pionnier, puis le père, maintenant le grand-père de la transplantation. Puis, au niveau cinéma, probablement Tom Hanks. Tom Hanks, c'est un de mes acteurs préférés. Fait que j'aimerais ça aller voir un film avec Tom Hanks. Et parmi ces 3-là, mon numéro 1? Ton numéro 1? Je te dirais que comme humaniste, personne, ce serait vraiment Barack Obama. Excellent. Quelle cause supportes-tu, j'imagine, parce que tu as plusieurs facettes? En fait, la cause du don d'organes et de la greffe. Fait que là, je suis impliqué avec la Fondation Pierre Marcellet, qui est une fondation pour aider les familles de donneurs. Et évidemment, il y a la cause que ma conjointe est en train de mener, qui s'appelle les 3 Sentiers, qui est un OSBL qui vient de partir sur les soins de fin de vie. Alors, une très belle approche, puis... évidemment, pas parce que c'est ma conjointe, mais ça l'aide. Ça semble un très beau projet. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un balado également là, au cours, probablement la semaine prochaine. Donc, excellent. As-tu une dernière pensée avant de quitter pour tes activités? Joyeux Noël à tout le monde. Si jamais ça passe avant Noël. Ça va probablement passer après. Ça après. passe après Noël. J'espère que vous avez passé un bon Noël et bonne année 2023. Excellent. Ben, Michel, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. Bye.